Reparti hein, pour certains, pour cette préparation au concours complémentaire. Donc c'est votre premier jour de cours à proprement parler. Vous avez tous visionné les vidéos qui sont en ligne. Hein. Tout le monde a tout regardé là? Non, pas encore. Alors ceux qui ont pas tout regardé, vous avez commencé quand même? Oui, hein. D'accord. Hein. C'est-à-dire, tout le monde a bien regardé la méthodologie, les premières séances de méthodologie de la dissertation. Ok. Donc nous aujourd'hui, on se voit et pendant les heures suivantes également, on se voit pour faire un petit peu le point sur les difficultés que vous pouvez éprouver à l'écoute de ces vidéos, sur les interrogations que vous pouvez avoir. Et ensuite, donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence par faire le tour des différentes embûches, de tout ce qui peut vous poser difficulté. Et puis ensuite, en fonction de tout ça, on travaillera sur différents sujets pour voir si les réflexes de construction, de problématisation sont bien en place. Alors, déjà sur la méthodologie de la dissertation, est-ce que vous, tout de suite, vous avez des questions que vous souhaiteriez poser, des choses qui vous ennuient ou que vous ne savez pas comment mettre en œuvre? Non, personne. Tout va bien. Oui, d'un point de vue méthodologique, par exemple sur la construction de l'introduction, tout le monde avec la vidéo a bien compris comment concevoir son introduction. Hein? Vous voyez tous qu'il nous faut toujours un premier paragraphe, définition des termes du sujet, la définition des termes de son sujet, on la travaille. Ensuite, on structure, on retourne à la ligne pour entamer le travail de problématisation. Tout le monde a bien compris ce qu'était une problématique, hein. C'est pas la question qui arrive à la fin de l'introduction, c'est tout le travail introductif de réflexion autour des mouvements, des tensions, des obstacles, des résistances qui vont traverser le sujet. Hein, tout ça doit être synthétisé en 3 paragraphes avec un premier temps de problématique, ce qui me semblait jusqu'à présent acquis au regard du sujet. Retour à la ligne, un deuxième temps de problématique, cependant, toutefois, néanmoins, voilà ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, 3e temps de problématique, voilà quelles questions se posent. C'est bon, c'est bien compris pour tout le monde, ça. Dans l'avancée des polycopiés, vous en êtes où à peu près? Fini, ça? Non, pas encore. Alors non, ça veut dire, alors j'imagine que c'est différent pour tout le monde, mais est-ce que tout le monde a terminé le tome de droit pénal général? Oui, d'accord, donc là on en est tous au tome de droit pénal spécial. Très bien. Bon, alors moi j'ai reçu assez peu de copies de votre part, pourquoi est-ce que vous composez pas? Parce que vous vous sentez pas prêt? Moi j'ai pas eu votre truc. Je sais pas si vous l'avez bien réceptionné, j'ai renvoyé un mail pour le savoir. Vous l'avez envoyé il y a combien de temps? Il y a 3 semaines. Ah oui, c'est pas normal, oui. Parce que j'ai une boîte mail où parfois ça arrive dans le truc spam. D'accord. Voilà. Hein, je sais pas. Vous avez été spammé. Mais c'est ça, je vais le retrouver. Je regarderai tout à l'heure. Mais je reçois pas beaucoup. Vous vous sentez pas prêt pour composer, mais il faut se lancer à un moment donné. Vous vous sentirez jamais prêt, vous savez. Hein, sur ces concours-là, on ne se sent jamais prêt. Hein, les programmes sont tellement vastes, les sujets peuvent être tellement divers, il faut savoir traiter des sujets qui sont transversaux, des sujets qui sont larges, des sujets qui sont tête de chapitre, des sujets qui sont tête d'épingle, et ainsi de suite. Quand vous regardez les derniers sujets qui ont été proposés au concours complémentaire, c'est quand même extrêmement divers. Hein. Vous avez vu l'an dernier, on avait le sujet complicité et coaction, hein, donc un bon gros sujet de droit pénal général, assez classique. Hein. L'année précédente, c'était beaucoup moins classique. On vous a questionné sur l'autorité en droit pénal. Hein. Donc, sujet beaucoup plus difficile à traiter. Sujet où la difficulté est véritablement de rassembler ses connaissances et de voir où est-ce qu'il y a des occurrences avec cette notion d'autorité. Donc là, on n'est pas du tout sur un sujet tête de chapitre. L'année d'avant, vous aviez un sujet, si mes souvenirs sont exacts, sur le risque en droit pénal. Donc, vous voyez, où là encore, on est sur un sujet transversal, mais qui est en même temps droit pénal général et droit pénal spécial. Donc, il faut véritablement s'attendre à tout sur ce concours complémentaire. Hein. Et vous avez remarqué que vous n'êtes pas nécessairement confronté à des sujets d'actualité non plus. Hein.
Hein, à la différence de ce qui se fait sur le premier concours, on ne peut pas dire, ah bah tiens, telle thématique est actuelle, donc attention, travaillez bien, ça va probablement être ça, d'accord? Parce que complicité et coaction, c'est un grand classique, mais l'an dernier, il n'y a pas d'actualité particulière. Quand on vous donne l'autorité en droit pénal, là, c'est pas classique, mais il n'y a pas non plus d'actualité. Donc on est quand même sur un type de concours où les sujets tels qu'ils sont faits jusqu'à présent sont difficilement prévisibles au regard de l'actualité. Hein. D'où l'importance véritablement d'avoir d'excellents réflexes méthodologiques, d'avoir de bons réflexes de construction, d'avoir de bonnes connaissances de base qui vous permettront d'assurer à peu près partout une note convenable. D'accord? Hein? Voilà, donc c'est véritablement dans ce sens-là qu'il faut que vous travaillez. C'est pour ça que c'est important de composer. C'est important de composer parce que vous savez, c'est une chose de savoir ce qu'il faut faire, hein, et de le comprendre, etc. Et c'est autre chose de réussir à le faire soi, dans les conditions qui sont celles de l'examen. Donc, que ce soit bon ou mauvais, peu importe. Hein, dites-vous que chaque copie que vous composez, chaque devoir que vous rendez, est pour vous une opportunité de vous corriger. Hein. Nous, on n'est pas là pour vous juger, on n'est pas là pour vous évaluer, on est là pour vous aider à faire mieux. Hein. Donc, vous vous sentez pas prêt, peu importe, votre copie sera pas parfaite, il manquera plein de trucs, c'est normal. C'est normal, l'essentiel c'est que vous voyez ce qui manque et que vous puissiez vous rendre compte de ce qui a failli au moment où vous avez composé pour que ça passe pas. Et ne vous dites pas, voilà, vous êtes tous des adultes, hein, ne vous dites pas quand vous recevez une mauvaise note, oh là là, c'est terrible, j'y arriverai jamais. Non, il y a des progressions, qui sont très très rapides. Hein. Les gens progressent très, très rapidement. Il suffit de comprendre cette méthodologie, il suffit d'approprier, puis à un moment donné, on va avoir le déclic. La première fois, on ne va pas y arriver. La deuxième fois, on va s'en rapprocher. Et puis la troisième fois, ça y est, c'est bon, tout est en place. Hein. Mais ça, si vous ne l'essayez pas, vous, hein, vous risquez d'être en phase découverte le jour J. Et c'est pas possible. L'apprentissage des connaissances, je sais que c'est un gros travail, cet apprentissage des connaissances, surtout quand on a un travail à côté, surtout quand on a une famille à côté, etc. Donc c'est un gros travail. Dites-vous bien que l'exercice qui vous est proposé est un exercice de dissertation. Exercice de dissertation. Ça veut dire qu'on ne vous demande pas de tout connaître dans le moindre détail. On vous demande d'avoir une bonne vision générale de l'ensemble du programme. Bien qu'il soit difficile, aucun des sujets qui vous ont été proposés jusqu'à présent n'étaient des sujets de tête d'épingle. Hein? Complicité et coaction, vous pouvez le traiter à partir du moment où vous connaissez les grandes lignes, hein, des modes de participation à l'infraction. Le risque en droit pénal, vous pouvez le traiter à partir du moment où vous avez quelques éléments de réponse sur l'essor des infractions obstacles, sur la thématique de la prévention de la récidive, etc. Vous voyez, et on ne vous demande pas d'être parfait sur le terrain des connaissances là-dessus. C'est pas le but. Le but, c'est pas de démontrer qu'on en sait beaucoup. Le but, c'est de montrer qu'on a compris la logique d'une matière et qu'on est capable de cette mise en perspective et de confronter effectivement ce que l'on sait avec ce qui se passe à l'heure actuelle. D'accord, l'autorité en droit pénal, sujet très difficile, mais qui n'appelait pas non plus de connaissances précises, parce qu'il fallait aller piocher un petit peu partout, aussi bien en droit pénal général qu'en droit pénal spécial. Donc, il suffisait d'avoir une bonne vision générale du programme pour être capable d'en retirer des connaissances qui vous permettaient de construire autour de tout cela. Alors, dans les vidéos que vous avez regardées, ce qui est très important pour vous, c'est la théorie générale de l'infraction. Hein, vous l'avez tous regardé, ça, hein? Voilà, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de restructurer un petit peu ce fonctionnement de l'infraction que certains d'entre vous avaient peut-être perdu de vue, hein, de par l'exercice professionnel, parce que c'est pas quelque chose qu'on travaille tous les jours. Et cette théorie générale de l'infraction, elle est très importante pour plusieurs choses. Déjà, elle est très importante parce qu'elle va vous permettre d'être au point sur toutes les grandes notions du droit pénal. Hein, d'en connaître les définitions et de voir un petit peu ce qui se passe à leur sujet actuellement. Donc ça va vous aider à définir les termes de votre sujet. Cette théorie générale de l'infraction, elle est très importante également parce qu'elle va vous aider à construire, à bien positionner dans vos développements chaque chose à sa juste place.
D'accord, hein? Quand on parle d'incrimination, on ne met pas dans la partie ou dans la sous-partie relative à l'incrimination des éléments qui en réalité relèvent de la répression. Ça révèle à votre correcteur que vous maîtrisez bien la technique générale du droit pénal. D'accord? Et elle est importante également parce qu'elle va vous donner les principaux exemples d'actualité, les exemples les plus classiques également, dont on attend qu'ils soient restitués dans une copie de concours. Donc, cette théorie générale de l'infraction, s'il y a un truc à bien écouter, c'est ça. Est-ce que, vous, il y a des choses que vous avez mal comprises ou sur lesquelles vous souhaiteriez qu'on revienne sur cette construction générale de l'infraction? Sur les infractions obstacles. Sur les infractions obstacles? Avec ces trois mécanismes d'absorption, de cumul, et puis de transformation en circonstances aggravantes. Voilà. D'accord. Alors, les infractions obstacles, c'est effectivement une catégorie d'infractions contemporaines qui est très très importante. Ça, retenez-le bien parce que vraiment, cet essor contemporain des infractions obstacles, c'est un élément qu'on doit réinvestir sur toute une foule de sujets. Le résultat en droit pénal, le risque en droit pénal, la dangerosité, vous voyez, tout ça, l'essor des infractions obstacles est au cœur de ces développements. La prévention, la sûreté, que sais-je encore. Vraiment, tout ce qui tourne autour de cette dynamique contemporaine. Vous savez que classiquement, le droit pénal, tout ça, vous l'avez déjà dans la théorie générale. Hein. Je veux juste le refaire avec vous pour m'assurer que c'est bien compris par tout le monde. Vous savez que classiquement, dans l'esprit, le droit pénal intervient en réponse à un trouble effectif à l'ordre social. Il intervient lorsque le trouble effectif à l'ordre social s'est d'ores et déjà réalisé pour punir l'auteur de ce trouble effectif à l'ordre social. Sauf qu'à un moment donné, essor des thèses subjectives, on se dit oui, mais le droit pénal, il pourrait peut-être être utile également pour prévenir le trouble à l'ordre social. Et dans ce cas-là, il nous faudrait un droit pénal qui intervienne avant la production du trouble à l'ordre social, précisément pour faire en sorte que ce trouble à l'ordre social ne survienne pas. Et c'est de cette idée que naissent les infractions sans résultat. À partir de là, se développent des infractions sans résultat, avec d'un côté les infractions formelles, de l'autre les infractions obstacles. Les infractions obstacles, c'est une catégorie d'infractions qui intervient très tôt sur l'iter criminis, puisque ce sont des infractions qui interviennent au niveau des actes préparatoires. Avec l'infraction obstacle, on incrimine à titre autonome de simples actes préparatoires à la commission de l'infraction. Regardez une incrimination pénale, par exemple, comme l'association de malfaiteurs. L'association de malfaiteurs, qu'est-ce qu'on incrimine? On incrimine le fait de préparer un crime ou un délit. D'accord? Donc ce qu'on incrimine factuellement, ce sont des actes de préparation. Regardez une infraction comme le mandat criminel, provocation à la commission d'un assassinat ou d'un empoisonnement. Ce qu'on incrimine, là encore, ce sont des actes préparatoires. Donc avec les infractions obstacles, on intervient très tôt sur l'iter criminis pour permettre au droit pénal d'appréhender les simples actes préparatoires à la commission de l'infraction. Et c'est encore plus important aujourd'hui, plus particulièrement cette année, avec toute cette évolution qu'on connaît en matière de terrorisme. Les matières sur lesquelles on a peur, les matières sur lesquelles on veut véritablement renforcer les dispositifs préventifs, répressifs, ce sont les matières sur lesquelles on va trouver le plus grand nombre d'infractions obstacles. Et le terrorisme, aujourd'hui, en est un exemple. Vous avez la loi du 13 novembre 2014 qui a mis en place, dans ce sens-là, l'infraction d'entreprise individuelle terroriste, qui permet de venir appréhender des gens qui, agissant seuls, préparent une action terroriste. Ça va? Alors, une fois qu'on a ça, votre question, elle portait plus sur l'articulation infraction-obstacle, infraction finale. La bande organisée, ça, c'est une circonstance aggravante? C'est une circonstance, la bande organisée, c'est une circonstance aggravante. Ce n'est pas une infraction en tant que telle. Donc, ces infractions obstacles, une fois qu'on a appréhendé le comportement initial, l'infraction obstacle, on va l'utiliser à proprement parler quand on interviendra à temps. C'est-à-dire lorsqu'on interviendra alors que le trouble effectif à l'ordre social n'est pas encore survenu. Mais il se peut très bien que la personne ait effectivement mené son action criminelle à son terme. Il se peut très bien qu'après avoir préparé l'infraction, on l'ait effectivement commise. Dans ce cas, la personne sera poursuivie non pas sur le fondement de l'infraction obstacle, mais elle sera poursuivie sur le fondement de l'infraction finale. Et la question, c'est alors celle de savoir, que va-t-on faire de l'infraction obstacle? Que
que va-t-on faire de l'infraction obstacle? Eh bien, là, comme vous l'évoquiez, il y a 3 grandes possibilités, sachant que la troisième est la plus couramment usitée par le législateur. La première de ces grandes possibilités, c'est la suivante. L'infraction obstacle va disparaître, absorbée par l'infraction finale. Et là, c'est l'exemple du mandat criminel. Je recrute un individu pour qu'il assassine un tiers, d'accord, contre rémunération. Cet individu ne commet jamais. L'assassinat part avec l'argent, ne revient jamais. Moi, je peux être poursuivi sur le terrain du mandat criminel. D'accord? Maintenant, imaginons que cet individu tente ou commette effectivement l'assassinat concerné. Si l'individu tente ou commet effectivement l'assassinat concerné, là, je ne suis plus poursuivi sur le terrain du mandat criminel, je suis poursuivi sur le terrain de la complicité d'assassinat. Ça va? La deuxième possibilité, c'est une possibilité qui est beaucoup moins fréquente en législation. La seconde possibilité, c'est la suivante. C'est celle suivant laquelle l'infraction obstacle survit et elle se cumule avec l'infraction finale, avec laquelle elle sera en concours réel. C'est l'exemple des menaces suivies de violences. Vous menacez quelqu'un de le frapper, vous le menacez de mort, vous le menacez de toutes sortes de choses à son encontre, et puis passez un temps, au bout d'un moment, vous passez à l'acte. Vous pourrez être poursuivi à la fois sur le terrain des menaces et sur le terrain de l'infraction finale. D'accord? Et enfin, la troisième possibilité, la plus importante parce que c'est la plus fréquente, de plus en plus souvent, lorsqu'il institue une nouvelle infraction obstacle, le législateur, dans le même temps, met en place une circonstance aggravante nouvelle correspondant à cette nouvelle infraction obstacle. Et concrètement, ça va nous donner le mécanisme suivant. Concrètement, c'est l'exemple de l'association de malfaiteurs. Je prépare la commission d'un crime que je ne tenterai jamais et que je ne commettrai jamais. Je vais être poursuivi sur le terrain de l'infraction d'association de malfaiteurs. Si l'on tente ou si l'on commet effectivement ce crime, je ne suis plus poursuivi. Imaginons que par exemple on prépare, on prépare à plusieurs un hold-up, et puis on ne commet jamais ce hold-up, on sera poursuivi sur le terrain de l'association de malfaiteurs. Si effectivement on le commet, on n'est plus poursuivi sur le terrain de l'association de malfaiteurs, on est poursuivi sur le terrain du vol commis en bande organisée. L'association de malfaiteurs se sera transformée en circonstance aggravante de bande organisée. Et c'est cette circonstance aggravante de bande organisée qui viendra incriminer le fait que l'on ait préparé au préalable l'infraction commise, et non plus l'infraction obstacle d'association de malfaiteurs. Ça va ? Et donc, association de malfaiteurs, bande organisée, on est sur deux qualifications qui recoupent exactement les mêmes faits. L'association de malfaiteurs, comme la bande organisée, recoupe les faits consistant dans la préparation, dans l'organisation de la commission d'un crime ou d'un délit. Simplement, l'association de malfaiteurs, c'est la technique incrimination autonome. La bande organisée, c'est la technique circonstance aggravante. Ça va? Ouais. D'autres choses sur lesquelles vous souhaiteriez qu'on revienne? Par rapport à la mise en danger délibérée d'autrui. Alors, qu'est-ce que vous voulez, de quoi est-ce que vous parlez? Est-ce que vous parlez de la faute de mise en danger qui sert à caractériser l'élément moral de l'infraction, ou est-ce que vous parlez du délit de risque causé à autrui? D'accord. Alors, déjà, on va parler... Oui? Dans ce thème, si je peux me permettre, j'ai toujours une hésitation sur auteur direct, auteur indirect. Auteur direct, auteur indirect. Bon, alors, déjà sur... on va revoir un petit peu ça. Effectivement, ça fait partie des choses qui sont importantes. Pour être clair, je vais vous présenter les choses de manière dissociée. On va d'abord parler des infractions dans lesquelles un résultat survient, puis ensuite des infractions dans lesquelles un résultat ne survient pas. Infractions dans lesquelles un résultat survient, ça va être les infractions d'homicide et de blessures involontaires.
hein, celles qui ont une occurrence avec la fameuse faute de mise en danger délibérée. Infraction d'homicide et de blessure involontaire. Vous savez que depuis la loi du 10 juillet 2000, on ne traite pas de la même façon les auteurs directs et les auteurs indirects. Lorsqu'un individu est auteur direct d'une infraction d'homicide ou de blessure involontaire, il faudra démontrer au titre de l'élément moral de l'infraction une faute d'imprudence ordinaire. D'accord ? Si un individu est auteur indirect de l'infraction, il faudra démontrer au titre de l'élément moral, pour que l'infraction soit constituée, une faute d'imprudence qualifiée. La faute d'imprudence qualifiée, il pourra s'agir soit de la faute caractérisée, d'accord, soit de la faute de mise en danger délibérée. Donc, la faute de mise en danger délibérée, à propos de laquelle vous posez la question, elle est tout d'abord l'élément moral requis au titre des infractions d'homicide et de blessure involontaire lorsque ces infractions sont commises par un auteur indirect. Ça va jusque-là ? Cette faute de mise en danger délibérée, c'est une faute qui, pour être démontrée, va nécessiter que soient réunis plusieurs éléments. D'abord, premier élément, la violation d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Donc il faut donc que la personne ait effectivement violé une disposition légale ou réglementaire. Et ensuite, deuxième élément, il va falloir que cette violation soit, nous dit le texte, manifestement délibérée. Cela veut dire, attention, c'est pas délibéré, c'est manifestement délibéré. Cela signifie qu'il faut qu'il soit manifeste, évident, que la personne a commis cette violation en connaissance de cause et délibérément. C'est ce que l'on appelle le dol éventuel. Ça va ? Un exemple d'auteur indirect. Un exemple d'auteur indirect, l'exemple le plus classique d'auteur indirect, c'est l'exemple d'un maire, par exemple, d'un élu, à qui on signale, je sais pas moi, un danger sur un équipement du stade communal, et puis un accident, et puis le maire ne s'en préoccupe pas, et finalement un accident survient. Ça, c'est de l'auteur indirect, d'accord ? Autre exemple d'auteur indirect, le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, au sein de son entreprise, qui ne s'assure pas des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail, finalement un accident survient, le chef d'entreprise sera traité comme un auteur indirect. Une personne qui bousculerait un piéton qui serait heurté par une voiture, celle qui bouscule est auteur indirect. Celle qui bouscule serait auteur indirect également. Celle qui bouscule serait également auteur indirect de l'infraction d'homicide involontaire, en admettant que la personne soit décédée à l'issue. D'accord ? Bon, ça c'est, à l'inverse, exemple d'auteur direct, un automobiliste qui renverse un piéton. Vous voyez ? Ça, c'est les grandes distinctions. Après ça, vous l'avez vu dans votre polycopie, entre auteur direct et auteur indirect, il y a quand même des subtilités importantes. Et là, la Cour de cassation, elle adopte effectivement des positionnements parfois un peu surprenants. C'est le cas notamment en matière de responsabilité pénale médicale. Vous voyez, en matière de responsabilité pénale médicale, si on regarde un chef de service hospitalier, imaginons une personne, un patient arrive à l'hôpital pour y être soigné, en état d'urgence, et puis là, l'interne de garde commet une maladresse, administre un traitement qui n'est pas approprié à l'état du patient, le patient décède. L'interne de garde sera considéré comme auteur direct, et la jurisprudence vient nous dire que le chef de service sera lui aussi considéré comme un auteur direct. Vous voyez, c'est surprenant, parce que spontanément, on aurait plutôt dit c'est de l'auteur indirect. Eh bien non, la Cour de cassation vient nous dire c'est de l'auteur direct. Donc ces positions-là, elles sont dans votre polycopie, il faut les connaître. Il faut les connaître, c'est la marque, effectivement. Quand la Cour de cassation vient nous dire là c'est de l'auteur direct, c'est quand même le signe de ce que la Cour de cassation entend faire preuve de sévérité à l'égard de la personne concernée. Et donc vous pouvez l'exploiter comme ça dans une dissertation. Et du coup ils sont traités comme co-auteurs, les deux ou
On a deux auteurs directs, il n'y a pas besoin de se poser la question de la complicité ou de la coaction, on est en matière non intentionnelle. Hein. Vous savez que la complicité en matière d'infraction non intentionnelle, c'est pas impossible, mais c'est quand même pas la règle, etc. Donc là, on a deux personnes qui ont chacune, pour leur part, directement contribué à la production du décès. Alors, faites attention, n'ayez pas ce travers qu'on a parfois, notamment comme on fait beaucoup de droit civil. On n'est pas ici sur le terrain des mécaniques du droit civil. En droit civil, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit d'indemniser les gens, hein, les familles, les blessés, etc. Il s'agit de les indemniser. Donc, il est important d'avoir une répartition claire des responsabilités, hein, de dire, voilà, lui, il est responsable à 20%, l'autre, il est responsable à 80%. Ça, en droit pénal, on s'en fiche. En droit pénal, on s'en fiche. En droit pénal, l'objet, c'est quoi? C'est pas d'indemniser les gens. En droit pénal, l'objet, c'est de punir ceux qui ont causé un trouble à la société. C'est de punir ceux qui méritent de l'être. Et c'est pas parce qu'un tel mérite d'être puni qu'un tel ne mérite pas de l'être. Vous voyez, il n'y a pas de lien de cause à effet entre la responsabilité de l'un et la responsabilité de l'autre. Donc en droit pénal, on examine systématiquement la responsabilité de chacun, indépendamment de la responsabilité des autres personnes impliquées. Et c'est pas du coup parce que vous avez un auteur direct que le deuxième participant sera nécessairement auteur indirect. Vous pouvez avoir 15 auteurs directs, tout comme vous pouvez avoir 15 auteurs indirects. Tout comme vous pouvez avoir un auteur direct et un auteur indirect. Vous voyez, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de... Enfin si, la logique, c'est juste qu'on regarde chacun indépendamment de tous les autres. Ça va? Il y a un moment où le juge pénal, après, il va statuer de l'action civile, il va bien qu'il détermine un partage de responsabilité. Mais le juge pénal, quand il statue sur l'action civile, il applique les règles du droit civil. Là, on n'est pas chez nous. D'accord? Hein? Ça va, en tout cas, ça n'aura aucune incidence sur ce qu'on appelle la responsabilité pénale. Hein? N'oubliez jamais que l'action civile n'est que l'accessoire de l'action publique. Et ce n'est donc certainement pas ce qui va nous déterminer en droit civil qui peut influencer la manière dont on va se positionner en droit pénal. Ça va? C'est bien compris pour homicide et blessures involontaires? Donc ça, c'est la première fonction de la faute de mise en danger délibérée. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Là, on a parlé des infractions d'homicide et de blessures involontaires, c'est-à-dire des hypothèses dans lesquelles une victime ou plusieurs victimes ont effectivement été soit tuées, soit blessées. Un résultat est effectivement survenu. Mais le législateur incrimine aussi les hypothèses dans lesquelles une personne a mis autrui en danger sans qu'aucun résultat ne soit effectivement survenu. Ça, c'est l'hypothèse du délit de risque causé à autrui. Article 223-1 du Code pénal. Article 223-1 du Code pénal qui incrimine, à titre autonome, le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure grave lorsque cette exposition est manifestement délibérée. Alors ça, c'est autre chose. Le délit de risque causé à autrui, on s'y intéresse lorsqu'un individu a créé un danger, d'accord, mais qu'aucun dommage n'est effectivement survenu. Ça va? Ce délit de risque causé à autrui, il est tout à fait particulier. Il est tout à fait particulier. Je vais vous le décomposer au tableau pour que ce soit clair pour tout le monde. Élément légal, donc c'est ce que je vous disais, hein. Donc, élément légal, c'est l'article 223-1 du Code pénal. Élément matériel du délit de risque causé à autrui. Élément matériel du délit de risque causé à autrui, trois choses dans ce délit. Première chose, il nous faut la violation
d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement. Donc vous voyez, même composante que pour la faute de mise en danger délibérée dont on parlait tout à l'heure, hein, d'où la possible confusion. Ça va ? On peut avoir un exemple d'une obligation particulière juste pour avoir une... Ce sont par exemple, les obligations qu'on connaît tous, ça va être les obligations du code de la route, obligation de marquer l'arrêt au signal stop, obligation de ne pas franchir une ligne continue. Vous voyez, obligation de respecter les limitations de vitesse. Tout ça, ce sont des obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par la loi ou le règlement. Alors, donc, la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement. Ça c'est le comportement. Ensuite, deuxième composante de ce délit de risque causé à autrui, ça va être la case résultat. Sur le résultat, deux choses importantes. Première chose importante, pas de résultat survenu. Pour qu'il y ait délit de risque causé à autrui, il faut qu'aucun résultat ne soit effectivement survenu. Parce que si un résultat est effectivement survenu, on poursuit sur quel terrain ? Homicide ou blessure involontaire. Et certainement pas sur le terrain du délit de risque causé à autrui. Donc première composante, aucun résultat n'est survenu. En revanche, deuxième composante, il nous faut un résultat virtuel. Alors là, c'est un peu compliqué. Il nous faut un résultat virtuel, c'est-à-dire que pour que le délit de risque à autrui soit démontré, il va falloir prouver que, certes, aucun résultat n'est effectivement survenu, mais un résultat aurait pu survenir. Le résultat virtuel qu'il faut démontrer ici, c'est le résultat qui n'est pas survenu, mais qui aurait pu survenir. Alors, comment démontrer que le résultat aurait pu survenir ? La jurisprudence là-dessus est très claire, les choses sont simples. De deux choses l'une, soit des individus, des personnes sont présentes autour du lieu où le risque a été pris, et dans ce cas-là, il y a bien un résultat virtuel, soit il n'y a personne autour, et dans ce cas-là, on ne peut pas établir ce résultat virtuel et l'infraction ne sera pas constituée. Je vous prends un exemple. Imaginez, vous circulez à 220 km/h sur une autoroute déserte. Il n'y aura pas de délit de risque causé à autrui, parce que vous ne pourrez pas dire un tel ou un tel ont été exposés à un danger. Maintenant, si on roule à 60 km/h dans une zone piétonnière un jour de solde, là, il y a délit de risque causé à autrui, parce qu'il y a plein de gens autour qui potentiellement ont été exposés à un danger. Vous voyez ? Donc c'est très simple. Est-ce qu'il y a des gens autour ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? Exigence d'un résultat virtuel. Pas de résultat survenu, mais un résultat virtuel. Enfin, pour que l'élément matériel du délit de risque causé à autrui soit démontré, il faut rapporter la preuve d'un lien de causalité immédiat. Il faut rapporter la preuve d'un lien de causalité immédiat entre la violation de l'obligation de prudence et de sécurité et la possibilité du résultat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on aille chercher trop loin sur la chaîne des conséquences possibles. Si vous roulez à 220 km/h sur une autoroute sur laquelle il n'y a personne et qu'on dit oui, mais 3 sorties plus loin, potentiellement, il y avait des gens et ça aurait pu, oui, non, ça ne marche pas. Il n'y a pas de causalité suffisamment proche entre le lieu de la violation et le lieu, effectivement, où les personnes auraient pu être mises en danger. Ok ? Bien. Ce délit de risque causé à autrui, pour démontrer ce délit, il faut également caractériser un élément moral. Alors, cet élément moral du délit de risque causé à autrui, cet élément moral, il est tout à fait atypique. C'est un petit peu un ovni dans le paysage des délits, le délit de risque causé à autrui. L'élément moral du délit de risque causé à autrui repose sur un dol éventuel.
c'est un dol éventuel qu'il faut démontrer au titre de l'élément moral. C'est-à-dire qu'il va falloir démontrer que la personne avait connaissance du risque auquel elle exposait autrui et qu'elle a volontairement pris ce risque. Avec les violences, c'est de l'éventuel aussi, c'est ça? Non, c'est de l'indéterminé avec les violences. Et qu'elle a volontairement pris ce risque. Donc, vous voyez, tout ça pour vous dire que quant à son contenu, le délit de risque causé à autrui, c'est une sorte de décomposition de la fameuse faute de mise en danger délibérée. Et donc, si on fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, le délit de risque causé à autrui, c'est une infraction obstacle, d'accord? Tandis que les délits d'homicide et de blessure involontaire, c'est l'infraction finale. Ça va? Ouais. D'autres choses que vous voudriez que l'on... Oui? Alors, c'est plutôt concours et cumul d'infractions. Ouais, voilà. Hein, c'est plutôt concours et cumul d'infractions. Alors, ça, c'est toute la thématique consacrée au choix de la qualification pénale. Choix de la qualification pénale. Il faut bien comprendre une chose. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la situation de départ, c'est la suivante. La situation de départ, c'est, on distingue entre deux situations. Soit on a deux infractions qui sont commises de manière successive dans le temps, la seconde étant commise alors que la première n'a pas fait l'objet d'un jugement. Hein, par exemple, lundi, je vole une voiture et mardi, je vole un portefeuille, hein, ou je tue une vieille dame. D'accord ? Là, on a deux infractions qui sont successivement commises dans le temps, sans être séparées par un jugement définitif. Cette situation-là, depuis toujours, enfin depuis la naissance du droit pénal moderne, est qualifiée de situation de concours réel. On a deux infractions, clairement distinctes l'une de l'autre, d'accord, qui ne sont pas séparées par un jugement définitif. C'est un concours réel. Bien. Cette situation ne doit pas être confondue avec la situation dans laquelle une seule infraction est commise, un seul fait est commis, mais on se rend compte que ce fait est susceptible de revêtir plusieurs qualifications pénales. D'accord ? Il arrive qu'un seul et même fait soit susceptible de recevoir, et c'est très fréquent, plusieurs qualifications pénales. Imaginez, par exemple, situation de base, hein, et oubliez les qualifications actuelles avec les circonstances aggravantes de ça, mais juste pour que vous figuriez bien concours réel, imaginez, je veux voler un téléphone portable, je bouscule la personne, je la frappe, je lui arrache son téléphone, je m'en vais avec. Vous voyez bien qu'on a un seul et même fait, là, une seule et même scène de violence, mais qui peut revêtir les qualifications, plusieurs qualifications, hein, qui peut revêtir la qualification de vol, qui peut revêtir la qualification de violence, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça va? Lorsqu'un fait unique est susceptible de recevoir plusieurs qualifications pénales, de manière classique, on appelle ça le concours idéal. Ça, c'est la situation de départ. Hein. Donc, situation de départ, c'est très clair. Concours réel, quand on a deux faits nettement distincts, deux infractions, hein, commises de manière séparée dans le temps, et le concours idéal, lui, c'est celui qui sert à appréhender les situations dans lesquelles on a un fait unique qui est susceptible de revêtir plusieurs qualifications. Sauf que, bien sûr, tout ce qui est simple devient un jour compliqué. Et, progressivement, on le verra après, mais le régime du concours réel est un régime plus sévère que le régime du concours idéal. Hein, je vous détaillerai ça tout à l'heure. Hein, donc les conséquences d'un concours réel vont être plus lourdes que les conséquences d'un concours idéal. Pour cette raison, la jurisprudence a progressivement étendu le concours réel sur des situations qui, autrefois, relevaient du concours idéal. Ça va ? C'est le régime qui a été étendu ou c'est la notion? C'est la notion, pour pouvoir appliquer un régime plus sévère. Alors ça, cette opération, elle s'est faite en deux temps. Dans un premier temps,
la jurisprudence est venue nous dire la chose suivante. Elle est venue nous dire que à chaque fois que l'on a une action délictueuse unique, matériellement divisible, c'est-à-dire lorsque les faits relatifs à la première infraction peuvent être circonscrits des faits relatifs à la seconde infraction, il s'agit de concours réels et non de concours idéal. Ça va? Par exemple, enlèvement suivi de séquestration. On enlève, on séquestre. Vous voyez, on a bien une action délictueuse unique parce qu'il n'y a pas de rupture dans la continuité de mon action délictueuse, d'accord? Et pourtant, on voit bien quels sont les faits relatifs à l'enlèvement, on voit bien quels sont les faits relatifs à la séquestration. C'est matériellement divisible. D'accord? Autre exemple d'action délictueuse unique matériellement divisible, je porte des violences pour blesser quelqu'un, je blesse cette personne, je m'en vais. En la laissant dans son sang sur le bord du trottoir. J'ai l'infraction de violence suivie de l'infraction d'omission de porter secours. C'est matériellement divisible, il n'y a pas de rupture dans la continuité de mon action. D'accord? C'est matériellement divisible, ça doit être qualifié de concours réel. La jurisprudence est venue nous dire, en effet, qu'à chaque fois qu'une action délictueuse unique est matériellement divisible, c'est-à-dire à chaque fois que l'on peut circonscrire les faits relatifs à la première qualification des faits relatifs à la seconde qualification, la situation doit être qualifiée non plus de concours idéal, mais elle doit être qualifiée de concours réel. Ok? Ça, c'est la première évolution. Donc, il résulte de cette jurisprudence que, à chaque fois qu'on a une action délictueuse unique matériellement divisible, c'est plus du concours idéal, maintenant c'est du concours réel. L'enlèvement et la séquestration, absolument. Alors maintenant, avec les qualifications telles qu'elles sont rédigées, on a une qualification, on a regroupé les deux. Mais avant, très longtemps, on a eu enlèvement et séquestration qui étaient totalement dissociés. Ça va? Alors quel cas de concours idéal ne rentrerait pas dans cette... Alors j'arrive, deuxième évolution. Je répondrai à votre question après, mais vous allez le constater vous-même en fait. Vous allez voir, c'est très rare maintenant les vrais cas de concours idéal. Deuxième évolution, dans un deuxième temps, la jurisprudence a encore davantage étendu le domaine du concours réel et corrélativement réduit de la même manière le domaine du concours idéal. Puisqu'elle est venue nous dire que dès lors que les qualifications en concours protègent des intérêts et valeurs sociales distincts, dès lors que les qualifications en concours protègent des intérêts et valeurs sociales distincts, la situation doit être qualifiée non pas de concours idéal, mais de concours réel. C'est la fameuse jurisprudence Ben Haddadi, du 3 mars 1960. Elle est importante celle-là, ça fait partie des grands arrêts du droit pénal. Dans cette affaire Ben Haddadi, juste pour que vous figuriez bien la scène, donc on est sous l'empire de l'ancien code pénal, avec les qualifications qui existent à l'époque. Dans cette affaire Ben Haddadi, on a un individu qui jette une grenade dans un immeuble habité, sur la terrasse d'un café. D'accord ? Il jette une grenade dans un immeuble habité, la grenade explose et plusieurs des occupants décèdent. Cet individu est poursuivi à la fois sur le terrain de la destruction de biens par explosif et à la fois sur le terrain des infractions d'homicide et de blessures involontaires. D'homicide volontaire. Pas involontaire. Et d'homicide volontaire. Ça va? Il est condamné du chef de destruction de biens par explosif et du chef d'homicide volontaire. Et là, il dit, mais non, on ne peut pas me condamner sur ces deux terrains-là. Pourquoi? Parce que il y a une action délictueuse unique. Il y a une action délictueuse unique. Ma seule action délictueuse, c'est celle qui a consisté à jeter la grenade. Cette action délictueuse unique, le jet de la grenade, n'est pas matériellement divisible. Par conséquent, il doit s'agir de concours idéal et non pas de concours réel. Vous ne pouvez retenir à mon encontre qu'une seule de ces deux qualifications. Ça va?
Sauf que la chambre criminelle, le 3 mars 1960, va dire non. C'est bien du concours réel. C'est bien du concours réel. Pourquoi? Ok, il y a une action délictueuse unique. Ok, cette action délictueuse unique n'est pas matériellement divisible. Néanmoins, les qualifications qui sont en concours, là, protègent des valeurs sociales distinctes. La destruction de biens protège la propriété. L'homicide volontaire protège la vie. Le seul fait que les qualifications en concours protègent des intérêts et valeurs sociales distincts suffit pour que l'on conclue au concours réel et non pas au concours idéal. Ça va? Donc dès qu'on a deux qualifications pénales qui protègent des intérêts et valeurs sociales distincts, de toute façon, depuis l'arrêt Ben Haddadi, c'est forcément du concours réel. Donc vous me posiez la question tout à l'heure de savoir, oui, mais alors qu'est-ce qui est concours idéal? Bah, quasiment plus rien, du coup. Quasiment plus rien de ce fait-là. Hein. Ce qui va être on va retrouver le concours idéal dans les hypothèses, surtout dans lesquelles, dans le code pénal, on aura des qualifications un peu redondantes. Hein. Vous voyez, alors on en a eu des exemples en jurisprudence sur des qualifications qu'on n'utilise pas souvent, hein, notamment pour acte de torture envers les animaux et mise à mort d'un animal. Il y a deux qualifications pénales pour ça. Hein. Hein, il y a la qualification pénale d'acte de torture sur les animaux et puis il y a la qualification pénale de mise à mort d'un animal. Ces deux-là peuvent être considérés en concours idéal. Hein, si une personne torture un animal puis le met à mort, laquelle on retient? Ça, c'est du concours idéal. Ok? On a retrouvé ça également, le concours idéal, on l'a retrouvé également dans ces délits, hein, ces délits relatifs à la négation, négation de génocide et apologie de génocide. Hein, souvent, c'est du concours idéal également. Ça va? Mais les hypothèses de concours idéal, désormais, sont très peu nombreuses par rapport aux hypothèses de concours réel. Alors, les conséquences de tout ça. Les conséquences de tout ça, quelles sont-elles? Donc vous avez compris, aujourd'hui on n'a quasiment plus que du concours réel, ce qui est la marque d'une sévérité qui est uniquement d'origine jurisprudentielle. Hein. Parce que le législateur, comme il comprend rien de toute façon à ce qui est concours idéal et à ce qui est concours réel, il n'est pas prêt de se mouiller là-dedans. Hein. Donc sévérité qui est uniquement d'origine jurisprudentielle. Conséquence de tout ça, quand on est en concours, donc là on va parler du régime, hein, de chacun de ces deux concours. Si on est sur un concours idéal, la règle, c'est que l'on ne retient qu'une seule des qualifications en concours. En concours idéal, on ne retiendra qu'une seule des qualifications en concours. La plus haute expression pénale. La plus haute expression pénale. C'est-à-dire, on retiendra la qualification pénale qui prévoit les peines les plus sévères. Et bien évidemment, puisqu'on a une déclaration de culpabilité unique, seules les peines afférentes à la qualification retenue seront susceptibles d'être prononcées. Ok? Concours réel, c'est différent. Concours réel, on va avoir une pluralité de déclarations de culpabilité. La culpabilité sera prononcée sur chacune des infractions en concours. Et par conséquent, les peines afférentes à chacune des qualifications retenues s'appliqueront de manière cumulative dans la limite du maximum légal des peines de même nature. Dans la limite du maximum légal des peines de même nature. Alors un exemple d'application du concours réel. Alors on y va. Exemple d'application du concours réel. Alors imaginons que soit en concours réel la qualification de vol avec la qualification de violence. Ça va? Le vol, qu'est-ce qui est prévu par la loi? 3 ans d'emprisonnement.
50 000 € d'amende. Donc 3 ans d'emprisonnement, 50 000 € d'amende, et on va dire confiscation de la chose. Voilà. J'invente sur les peines, d'accord? C'est juste pour vous donner un exemple. Non. Non, ça sert à rien d'apprendre par cœur les peines qui sont afférentes à vos différentes qualifications. Moi, je les ai pas toutes en tête. C'est pas utile, d'accord? C'est juste pour vous donner un exemple de ce qu'est le concours, de comment est-ce qu'on résoudrait le truc en concours réel. Violence, on va dire 5 ans d'emprisonnement. On va dire, et pour faire un vrai concours réel, on va dire que sont encourus 60 000 € d'amende. Et on va dire que est prévue la peine d'interdiction interdiction de séjourner dans certains lieux. Ces deux qualifications sont en concours réel. Je vais avoir une déclaration de culpabilité pour le vol, une déclaration de culpabilité pour les violences. Qu'est-ce qui peut être prononcé comme peine? Emprisonnement, laquelle je peux prononcer 5 ans. On peut prononcer emprisonnement 5 ans. Qu'est-ce que je peux prononcer d'autre? Amende 60 000. Quoi d'autre? Confiscation et interdiction. C'est là que se fait la vraie différence. La vraie différence, elle se fait surtout, si vous voulez, sur les déclarations de culpabilité. Parce que les déclarations de culpabilité, elles vont être importantes. Pourquoi? Elles vont être importantes pour le casier judiciaire. Et elles vont être importantes également au regard des règles de la récidive derrière. Vous savez, avec cette règle des délits assimilés, etc. Donc c'est surtout là-dessus. Et puis après ça, effectivement, au civil également, bien évidemment, pour le droit à indemnisation, derrière, ça va changer les choses aussi. Donc il y a des vraies conséquences à tout ça. C'est pas négligeable. Ok? En termes de répression, par contre, dans un concours idéal, on ne peut pas prononcer les peines complémentaires de nul. Non, dans un concours idéal, on ne pourrait prononcer que ça. Et au casier judiciaire ne figureraient que les violences. D'accord? Ça va? Oui, c'est compris, ces questions de qualification? D'autres points sur lesquels, oui? J'avais une question qui est un peu précise, c'est dans le sens de l'application de la loi dans le temps. Oui. L'argumentation, enfin l'explication du raisonnement du Conseil constitutionnel sur la QPC du 3 décembre 2010 par rapport à la loi du 12 août 2005 sur le seuil, vous savez, des pertes, de la revente à perte. J'ai pas compris le raisonnement qui est appliqué pour finalement rejeter l'application de la loi la plus douce. Oui, vous prenez pas trop la tête là-dessus. De manière générale, en fait, ce qu'il faut retenir de cette décision, c'est que le Conseil constitutionnel ici confirme la position qu'avait déjà adoptée depuis longtemps la jurisprudence. Vous savez que s'agissant de l'application de la loi dans le temps, on a et s'agissant des lois pénales de fond, essentiellement, on distingue entre deux choses. Soit la loi nouvelle est considérée comme plus sévère, et dans ce cas-là, c'est le principe de non-rétroactivité qui s'applique, soit la loi nouvelle est considérée comme plus douce, et dans ce cas-là, on applique la règle de l'application immédiate. Bien. Sur le volet de second principe, application immédiate de la loi pénale plus douce, il y a une dérogation traditionnellement admise en jurisprudence qui est la dérogation suivante, les règlements intervenant en matière économique. Les règlements intervenant en matière économique changent, évoluent de manière extrêmement régulière. Et l'évolution est telle en matière réglementaire, parce que vous voyez, on modifie des seuils, etc. Et surtout avec le développement du droit de l'Union européenne, à présent, les seuils sont de plus en plus fréquemment modifiés. Si bien que l'infraction qui était constituée sous l'ancienne réglementation ne sera vraisemblablement plus constituée sous la nouvelle, et ainsi de suite. Et donc, on s'est dit, avec cette évolution très rapide de la réglementation économique, on s'est dit que finalement, les règles traditionnelles relatives à l'application de la loi dans le temps faisaient qu'il suffisait à une personne ayant commis l'infraction sous l'ancien seuil d'attendre
que la réglementation évolue pour ne plus être susceptible d'être poursuivie. Et donc, depuis de très longue date, depuis le début des années 80, la Chambre criminelle décide qu'en matière de réglementation économique, lorsqu'il y a une évolution des règlements, on fait exception au principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce. La loi qui était soumise à l'analyse du Conseil constitutionnel dans la décision que vous évoquez, c'est une loi qui retranscrivait précisément cette règle-là dans son texte, en tant que disposition transitoire. Et cette loi est validée par le Conseil constitutionnel. D'accord, hein? Donc, retenez-en ça. Retenez simplement, c'est pas fondamental, il faut juste savoir que application immédiate de la loi pénale plus douce, c'est une règle que l'on écarte lorsque l'on a affaire à une évolution de la réglementation économique. Tout simplement pour ne pas donner là une niche à impunité, d'accord? Et c'est une solution qui est validée par le Conseil constitutionnel. Ça va? On se fait une petite pause, hein? On prend 5 minutes, je vous laisse respirer 5 minutes, et puis ensuite on... Je sais pas, je suis comme vous, je découvre aujourd'hui, hein? Voilà. Il y a des machines, et ben très bien. Très bien. Hein? Regarder toutes les vidéos, moi j'ai le temps de regarder que la théorie générale. Est-ce que ça fait pas double emploi avec la lecture du poly? C'est quoi la différence avec le poly? Entre les vidéos et les polis? Ah bah oui, bien sûr. D'abord on fait tout poly et après toutes les vidéos. Les vidéos, on fait que traiter des sujets. Ah, vous traitez les sujets? Ah bah oui, méthodologie de la dissertation et traitement de sujet. Donc non, il faut absolument... Là, il faut vraiment... ça serait pas mal que dans 10 jours max, vous ayez tout regardé, hein, parce qu'il y a pas mal de sujets qui sont traités quand même dans les vidéos, qui sont des sujets importants et c'est pas au programme. D'accord. Soit vous avez c'est toujours pareil, mais moi j'aimerais bien quand même voir ce que ça donne. Parce que vous essayez de pas la sachant que qui sont réels, c'est moi là j'ai 10 minutes faites au mieux. Ça vous paraît quelque chose de pénable, voilà. Pour voir vraiment ce que ça donne, c'est pour ça que l'ouvrage, ce que ça donne, c'est difficile à dire de manière abstraite. Merci. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Je vous embrasse quand même. Longtemps qu'on ne s'est pas vu. On se retrouve. C'est super. Toi aussi. Ben ouais, ça fait... Vous avez vu la message? Mais non, je ne savais pas, ils m'ont même pas. J'ai hésité à vous mettre un message, je dis, je vais mettre mon carton de message. Vous savez pas que je
cigarette. Ouais, ah, vous fumez toujours? Non, vous n'êtes pas passé à la cigarette électronique? Non. Bon, le coca, j'ai remarqué aussi, ça va changer. Change pas, hein. Mais c'est plus le note, ça? Ça, je vais l'été, là. Bon, il y a personne. Ah, il y a personne. Ah non, moi j'ai. Oui, c'était délicat.
Je suis dans le mois là où ça va. Vous pensez au japonais? Oui. Oui, c'est vrai que c'est évident. Alors, en ce moment, j'ai vu qu'il y en avait un rue de Richelieu. C'est possible. C'est ça, un restaurant, il faut voir, c'est pas le restaurant Oui, mais c'est un restaurant propre. Disons que dans le quartier, c'était vraiment la grande surprise quand je suis arrivée, ce que je disais, pour faire chez Faustine, Et la rue des cheveux, ça fait loin aussi. les cheveux, C'est quand même un peu. alors on n'a qu'une heure, c'est Il n'y a même pas trop. on va dire les métaux, il y a six. Il faut quand même quelque chose de consistant pour faire la symptômes. Il doit y avoir des équilibres. Je dirais que le mieux c'était de faire un compliment, parce qu'il y a peut-être et là il y a quelque chose. Ça vient trouver, il y a ça fait un déjeuner et la à peu près, vous voyez, vous avez deux déjeuners, vous avez deux déjeuners et voilà, on monte vers le Saint-Pierre, on va faire souvenir et il y a aussi les décorations.